Bonjour et bienvenue à la Maison du développement durable, en personne ou par la magie de la web-diffusion. Je me présente, Amélie Ferland, responsable des communications et de la programmation ici. C'est un immense plaisir pour nous d'organiser et de tenir ce panel qui s'inscrit dans le cadre des 5 panels sur l'évolution des grands enjeux de développement durable au Québec qu'on organise pour célébrer nos 5 ans. 5 ans déjà qu'on est ici. Et c'est le 3e panel de cette série qu'on organise aujourd'hui. Un grand merci à l'animatrice, bien sûr à nos invités, aux co-organisateurs, je vais les nommer, la Fondation David Suzuki, Équiterre, Transitio, Dunsky Expertise en énergie, Projet de la réalité climatique Canada, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et Amnesty International. Alors, merci. Merci aussi aux participants ici aujourd'hui en personne ou qui participent à la web-diffusion. Alors, même à l'extérieur, vous êtes invités à participer à la discussion grâce aux médias sociaux en utilisant le hashtag #MaisonDD. Vous pouvez également commenter ou poser vos questions en utilisant le courriel public@lamdd.org et on ira poser les questions choisies pour vous au micro. Alors, pour animer ce panel, nous avons choisi la comédienne et citoyenne engagée Geneviève Rochette, connue pour ses rôles à la télévision, notamment dans la série La Galère, qui se poursuit sur scène en tournée à travers le Québec. Geneviève Rochette était membre des Apartistes pendant 4 années de la formation du groupe. De retour aux études depuis 2013, elle complète un bac en histoire à l'UQAM afin de mieux comprendre le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Justement, c'est de demain qu'on parle aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Bon événement. Bien, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. D'abord, je tiens juste à préciser que j'ai un peu la tête dans une citrouille, mais que j'ai pris des drogues très fortes et légales qui vont me permettre de mener à bien tout cela. Et parce que je tenais de toute façon à être ici, pas simplement pour animer, mais pour aussi entendre tout ce qui va se dire ici. Je trouve ça très inspirant d'avoir tous ces gens, ces experts en la matière de demain qui vont nous parler un peu de, en fait, de c'est quoi. Soyons utopistes un peu. C'est des experts en la matière, mais je veux dire, on parle de ce qui va, les vrais acteurs de changement qui vont amener des améliorations, parce qu'il est question quand même d'améliorer le vivre ensemble. Et on parle de l'avenir de l'être humain. Moi, j'aurais le goût d'élargir ça à l'être vivant, parce que quand on se concentre trop sur l'être humain, des fois, on oublie au passage qu'on n'est pas seul à vivre sur Terre. Fait que, bref, ça me fait plaisir d'animer cette conférence. Et je vais vous présenter d'ailleurs ces experts dont il est question. Alors, on va commencer avec... Jonathan Durand-Folco, qui est professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Nous aurons Sydney Ribault, qui est directeur général d'Équiterre et président de la Maison du développement durable. Sydney, je ne te vois pas, mais tu es là. OK. Jean-Martin Fortier, fermier, conférencier, auteur du livre « Le jardinier maraîcher ». Ensuite, Béatrice Vaugrand, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Philippe Dunsky, président de Dunsky Expertise en énergie. Et finalement, Cyril Béraud, président de Savoir-faire Linux et vice-président de l'Association professionnelle des entreprises en logiciel libre Appel. Donc, l'idée, en fait, c'est de répondre à cette grande question. Quelles sont les grandes tendances dans votre secteur qui ont vraiment marqué les 5 dernières années? Et en fait, on vous invite à en parler de façon plus spécifique. Donc, on va commencer avec Jonathan Durand-Folco. Bonjour tout le monde. Donc, pour commencer, mon champ d'expertise, c'est la philosophie de façon large, la théorie critique, les sciences humaines sociales. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma vision de où en serons-nous en 2025. Pour commencer, ce que je pourrais dire, c'est que nous faisons face, à l'heure actuelle, à plusieurs formes de crises qui sont interreliées. Il y a la crise économique, la crise financière de 2007 et 2008, qui a été temporairement colmatée, mais qui est encore en cours parce qu'on n'a pas réformé le système des institutions, des régulations du système bancaire financier mondial.
Il y a la crise sociale qui couvre dans différents pays du monde aussi, une forme d'instabilité, une crise de la démocratie, une crise énergétique et, de manière encore plus importante, on pourrait dire la crise écologique, le climat, les réchauffements climatiques, l'épuisement des ressources, et ainsi de suite. Donc, ces différentes formes de crise, à mon sens, vont aller par un mouvement d'accentuation au cours des 10 prochaines années. Nous sommes à l'heure actuelle dans un système qui, pour se maintenir en place, a besoin de croître constamment, a besoin d'accélérer le changement, l'innovation technique, le développement et prendre une nouvelle forme d'expansion pour être capable de se reproduire et de se maintenir en place. Et dans ce système, il y a des sociologues allemands, dont Hartmut Rosa, qui est un sociologue qui a fait une théorie d'une accélération de la société. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que la société de la modernité, pour se maintenir en place, elle doit toujours être en mouvement. Mais elle est capable de se restabiliser par un mouvement, par des institutions, et elle doit croître. Mais pour continuer à croître, il faut qu'elle soit capable de redistribuer la richesse. Elle doit être capable d'innover, mais en étant capable d'amener des nouvelles formes de vie, on doit être capable quand même de se reproduire, de créer une forme d'intégration des individus dans la société. Donc, vraiment, une forme de mouvement perpétuel, mais qui est capable de se maintenir en place. Et ce qu'il dit, en fait, c'est qu'avec la modernité avancée, donc on pourrait dire depuis les années 1970, il y a une nouvelle phase d'expansion, d'accélération qui se manifeste, entre autres, au niveau d'une accélération des moyens de transport, de communication, la révolution informatique, et ainsi de suite, qui fait en sorte que tout va plus vite au niveau du changement des modes de production, des moyens de communication, mais ça a aussi des impacts au niveau du rythme de vie. Donc, les individus sentent de plus en plus qu'il manque de temps, qu'il y a de plus en plus de choses à faire. On a beaucoup de listes de choses à faire. On se réveille la nuit des fois, puis on a beaucoup de choses à faire. On est angoissé dans une période d'anxiété. Il y a une explosion des burn-out, des modes de dépression. Il y a plusieurs pathologies sociales qui sont induites par ce phénomène d'accélération. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette forme d'accélération sociale, elle est en mouvement continu et elle va aller de plus en plus vite. Elle doit continuellement aller plus vite pour uniquement se maintenir en place, comme un hamster qui court dans une roue et qui doit courir toujours plus vite uniquement pour se maintenir en place. Et la pression sur la concurrence, la compétitivité des États, des entreprises, ainsi de suite, nous oblige à être toujours plus performants, toujours plus proactifs. Et en tant que citoyen, on est appelé à se mobiliser pour prendre en charge la survie de l'environnement, la protection des écosystèmes, au niveau de la mobilisation citoyenne, ce qui amène une forme d'épuisement des individus, entre autres. Et dans cette vision, ce que j'aimerais amener, c'est de dire que, en fait, dans ce mouvement de croissance infinie qui se perpétue, on n'a pas de voie de sortie autre que d'inventer un nouveau système qui serait capable de créer des nouvelles formes d'institutions, une nouvelle infrastructure qui nous permettrait de créer un monde dans lequel on ne serait pas obligé de croître à vitesse grand V uniquement pour se maintenir en place. Ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est que même si, par ailleurs, la croissance économique ne va pas toujours de plus en plus vite, disons, on sent que la croissance au niveau du PIB stagne de plus en plus ou est dans une forme de ralentissement. Ce que ça fait, c'est qu'on veut essayer d'induire une nouvelle relance de l'économie, de la croissance, mais ça induit un nouveau stress sur les écosystèmes. Ça induit une certaine pression sur les ressources énergétiques. Et ce qui se produit, c'est que même si on veut essayer de relancer l'économie, une économie verte, on est pris dans une contradiction où ça amène la surexploitation des ressources de la nature. Et dans cette dimension-là, on est comme pris dans une contradiction entre le système économique qui a besoin de croître et de s'étendre à des sphères continues de la vie en société. Et en fait, on a un impératif de pouvoir essayer d'assurer un contrôle démocratique sur ce qui se passe dans la société, au niveau de la protection sociale, au niveau des injustices, de l'égalité et ainsi de suite. Donc, je vais terminer ici en disant que d'après moi, la crise va aller en s'accentuant dans les 10 prochaines années et qu'il faut trouver autre chose pour être capable de s'en sortir. Merci. OK, merci. On va passer la parole maintenant à Sidney Ribault. Très intéressant. Bonjour tout le monde. Dans le fond, j'ai choisi de vous parler du transport, puisque j'ai
plein d'autres collègues qui vont parler de d'autres sujets. Puis je voulais attirer votre attention à 3 tendances importantes qui, à mon avis, vont complètement transformer la façon qu'on se déplace dans les 10 prochaines années. La première, et à mon avis potentiellement la plus importante, c'est la notion du partage. Donc, on connaît tous Airbnb, le plus grand hôtelier au monde qui ne possède aucun hôtel. On connaît tous Uber, la plus grande entreprise de taxi qui possède aucun taxi. Ou en tout cas, il en possède quelques-uns maintenant, mais pas beaucoup. Et cette tendance-là, à mon avis, va s'accentuer. Je vous illustre en vous parlant de moi personnellement. Moi, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, je joue au hockey, j'ai pas de voiture, j'ai jamais possédé de voiture de ma vie. Par contre, j'utilise des voitures à toutes les semaines et je le fais grâce à des services de partage de voitures qui, elles, existent depuis très longtemps. Dans un sens, le taxi, c'est une forme de partage de voitures. Des entreprises comme Communauto, où on peut emprunter. En fait, la location de voitures, c'est une forme de partage de voitures. Des entreprises comme Communauto, c'est une étape pour simplifier la location de voitures, si on veut, qui permet la location de voitures à court terme. Et maintenant, des véhicules sur demande de type Car2Go ou automobile ou autres, qui permettent de prendre un véhicule où on veut, un peu comme les Bixi, puis les remettre où on veut. C'est une évolution dans ce partage-là qui est rendu possible grâce notamment à des applications, les téléphones intelligents et ainsi de suite. Alors, je pourrais vous en parler davantage tantôt, mais à mon avis, il y a là peut-être l'un des espoirs les plus importants par rapport aux solutions qu'il faut amener au transport. La deuxième tendance, elle est très liée, à mon avis, à la première, et c'est toute la question de l'automatisation des véhicules. Alors, petite histoire, il y a 4 ans, Google a mis en ligne une vidéo. C'est un monsieur qui s'appelle Steve Mahan qui rentre dans un véhicule et le véhicule se conduit seul, puis dans le fond, ils se disent où est-ce qu'on veut aller, puis ils vont au restaurant, puis ils prennent la bouffe, puis ils reviennent, puis la petite vidéo dure 3 minutes, puis là, tu le vois se promener. Le clou de l'histoire, c'est qu'à la fin, ils nous disent « Monsieur Mahan est aveugle ». Alors, et ça, c'est il y a 4 ans. Donc, sur la question de l'automatisation, on est rendu beaucoup plus loin que ce que monsieur, madame, tout le monde voit sporadiquement dans les grands médias. Il y a vous avez sans doute déjà vu les énormes véhicules qu'ils utilisent dans les sables bitumineux ou dans d'autres grands sites industriels pour déplacer des matières. C'est des véhicules qui sont la moitié de l'immeuble dans lequel on est. Mais ces véhicules-là, maintenant, sont autonomes. Il n'y a plus de conducteurs dans ces véhicules-là. Alors, en site privé, dans des sites contrôlés, c'est déjà une technologie qui se répand et qui va se répandre très, très rapidement dans les prochaines années. Évidemment, ça vient en grand complément au partage de véhicules parce qu'à partir du moment où on peut commander un véhicule et on ne doit plus se rendre au véhicule pour l'utiliser, mais le véhicule vient vers nous, ça rend beaucoup plus accessible le partage de véhicules, notamment dans des milieux moins denses comme les banlieues. La dernière tendance que je vous soulignerai, qui découle de l'accord de Paris, à mon avis, entre autres, mais pas juste de l'accord de Paris, mais je pense qui vient être accentué par l'accord de Paris, qui a été sur le climat, qui a été conclu il y a maintenant presque 1 an et qui va entrer en vigueur le 4 novembre prochain, donc vendredi. Cet accord-là est venu concrétiser le fait qu'on doit réduire les gaz à effet de serre et qu'essentiellement, on doit réduire de 100% à terme les gaz à effet de serre. Donc, la consommation d'énergie fossile. Comment on fait ça? Bien, en gros, on rend non polluant l'ensemble de l'électricité qu'on produit sur la planète. Et ça, en soi, c'est un énorme défi. Mais les solutions technologiques existent et sont rentables. L'éolien, dans plusieurs juridictions, et le solaire même, devient la source de production d'énergie la moins chère. Au Québec, on a déjà un parc qui est essentiellement à 98% renouvelable, donc qui n'émet pas de gaz à effet de serre, ou très peu. Et donc, l'autre partie de l'équation, c'est qu'il faut tout électrifier, dont le domaine des transports. Et à mon avis, l'enjeu maintenant n'est plus est-ce qu'on va pouvoir faire ça, mais à quelle vitesse on va le faire et où serons-nous rendus exactement en 2025. Voilà. Merci, Sidney. On va donner la parole à Jean-Martin Fortier. Oui, merci.
Alors moi, on me définit souvent comme producteur agricole, mais en fait, je suis plus un fermier de famille. Et donc, je pense que la tendance que je trouve qui est présente depuis une dizaine d'années et puis va s'accélérer, c'est celle-là. C'est celle où on rentre en relation d'une façon nouvelle avec le monde agricole, qui n'est plus juste un endroit où la nourriture est produite d'une certaine façon. Je pense que depuis 60 ans, l'aventure qu'on a vécue, c'est l'agriculture qui s'est industrialisée. Moi, je pense qu'on arrive vers, je ne veux pas dire la fin de ça, parce que c'est un système qui est bien rodé et qui continue à se développer, mais vers une autre tangente qui s'ouvre puis qui devient de plus en plus présente, qui est celle des gens qui sont sensibilisés à ce qu'ils mangent et puis qui sont de plus en plus méfiants de par qui est produit leur nourriture et à quelle fin, à quelle finalité. Quand on analyse ça, on comprend rapidement que quand c'est les industriels qui tiennent en main l'objectif de nourrir une population, bien, c'est à des fins financières, à des fins de vraiment faire un profit sur la rentabilité de l'entreprise et non pas de bien nourrir les gens. Et puis ça, c'est une tendance qui est très lourde, je pense, en ce moment. Les gens se posent des questions à savoir comment on fait pour bien se nourrir. Puis quand on pousse cette question-là comme il faut, en fait, moi, je juge que c'est pas tant une question d'une diète ou question d'habitude alimentaire, mais de qui dit bien nourrir, dit bien produire. Et donc, c'est de savoir comment les choses qu'on mange sont faites et par qui. Et puis, c'est là que le fermier de famille vient jouer un rôle parce que nous, notre rôle, c'est pas de nourrir un marché, mais bien de nourrir des familles avec qui on est en relation directe, concrète, sur une base régulière. Et puis, avec qui on a le sentiment que notre travail répond à leurs besoins, qui est de se nourrir, oui, localement, oui, avec des aliments sains, mais aussi de rentrer en relation avec qui produit leur nourriture. Puis, c'est une tendance que, moi, je ne suis pas sociologue, donc c'est pas mon mandat à moi de tout décortiquer ça puis de vous l'expliquer, mais c'est quelque chose que je vis sur une base quotidienne depuis une quinzaine d'années. Depuis que je fais ce métier-là, j'ai remarqué que ce qui était le plus important avec les gens pour qui je produis, c'est pas nécessairement que ça soit bio ou c'est pas nécessairement la taille de ma ferme ou c'est que les gens me voient. Puis c'est les gens ont confiance en moi pour leur produire des aliments qui sont sains pour leur famille puis pour leur santé. Quand je me déplace aux États-Unis, j'ai la chance d'aller souvent dans des épiceries qui sont vraiment pimpées comme on ne peut pas s'imaginer, le Whole Foods x10, où est-ce que toute la notion de marketing, de relation, d'identifier le produit avec des visages, c'est vraiment poussé à un extrême. Là. Je trouve c'est incroyable, les visages de fermiers sur tous les produits, etc. Puis ça, je pense que c'est une tendance qui est très présente. Puis que encore une fois, je ne veux pas dire les industriels parce que c'est pas juste une personne, c'est pas juste un groupe qu'on peut cibler, mais c'est une tendance à dire les gens veulent savoir d'où les légumes viennent. Et pour conclure, où je pense que ça s'en va, tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus, comme je vous dis, une demande pour connaître les gens qui produisent. Et donc, ça l'ouvre la porte à une quantité importante de gens qui peuvent peut-être se rediriger vers le métier d'agriculteur, puis d'avoir non seulement des nouvelles façons de vendre un produit, mais de rentrer en relation avec leur communauté. Puis où l'histoire devient intéressante, c'est que il y a beaucoup de gens qui se cherchent présentement puis qui seraient très heureux de lâcher la job de bureau puis d'aller à la campagne avec un travail qui a du sens, élever des poules, élever des cochons, faire des légumes sur une base sérieuse, rentable, profitable, écologique. Puis ce qu'on veut, c'est que ce mouvement-là s'accélère parce qu'il y a une demande, surtout dans les villes, pour ça. Donc, je vois l'avenir quand même assez rose à ce niveau-là. C'est un mouvement qui s'accélère. Merci, Jean-Martin. On va passer la parole à Béatrice Vaugran. Bon, moi, c'est un lendemain d'Halloween, alors je vais vous faire peur, plutôt. Bien que, oui, je garde pour plus tard les pointes d'espoir que je vois, mais je vois très bien le hamster dont il a été question. Je pense que d'un point de vue géopolitique, malheureusement, les plaques tectoniques de pouvoir bougent, que le Nord en perd beaucoup et le Sud cherche encore son existence et que ces pouvoirs-là ne sont pas encore établis.
mais que malheureusement, ces pouvoirs-là tablent beaucoup sur la peur et sur la peur de l'autre. Et ça marche. On a de plus en plus peur, on parle de plus en plus de sécurité. Et pour des millions de personnes, la sécurité, c'est d'avoir à manger, de pouvoir se transporter, de pouvoir voyager librement et de pouvoir s'exprimer. Et donc, malheureusement, ces pouvoirs-là, ces leaderships-là m'inquiètent drôlement et je ne vois pas beaucoup de signes encourageants dans la période de temps qui nous est donnée, cette dizaine d'années-là. Je crois qu'il va falloir encore travailler beaucoup. Des signes d'inquiétude profonde pour moi, c'est l'espace public qui se réduit de plus en plus. La liberté d'expression, les défenseurs des droits humains, une police qui devient de plus en plus armée et qui a un pouvoir de plus en plus discrétionnaire d'arrêter ce qui bouge et ce qui déplaît. Ça, c'est important. Une loi C-51 qu'on a ici chez nous au Canada encore aujourd'hui et qui est très inquiétante. Et ce hamster-là aussi, j'aime vraiment beaucoup l'idée, laisse beaucoup de monde sur la route, même si on est tous en train de courir après nos rendez-vous et notre, effectivement, temps effréné, il y en a beaucoup qui sont laissés sur le côté. Entre autres, les réfugiés. C'est absolument inacceptable, vraiment, de traiter tant de réfugiés, 20 millions de réfugiés aujourd'hui, de la façon dont on les traite aujourd'hui. On a les solutions politiques, économiques pour pouvoir les protéger, devoir les protéger, et on ne le fait pas. C'est inacceptable. C'est pas tant une crise des réfugiés qu'une crise de l'accueil et qu'une crise de leadership de l'accueil. On a des populations autochtones aussi qui souffrent vraiment durement de ce développement économique de ressources naturelles qui impacte sur leur territoire, impacte sur leur mode de vie, impacte aussi sur la structure sociale, sur les femmes et leur sécurité et les violences faites aux femmes autochtones dont on a encore aujourd'hui pas encore vu l'ombre d'une lumière sur des solutions possibles vraiment de changement profond et de volonté politique profonde. Et en général, quand ça va mal dans les pays, quand il y a de plus en plus de conflits qui visent délibérément des civils, on l'a vu, les hôpitaux de MSF qui explosent et autres, c'est des guerres qui visent les civils délibérément. Les femmes en prennent pour leur grade. Et en général, mesdames, pour nous, ça ne va pas s'améliorer. On va attaquer de plus en plus nos droits, parce que la peur, en général, génère beaucoup de restrictions pour les droits de tous ceux qui sont différents, qui n'ont pas autant de pouvoir. Donc, le corps des femmes, les droits sexuels et reproductifs, les inégalités dans le monde, la pauvreté est sexiste. 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'encouragement dans ces directions-là. Mais je sais que ça nous concerne tous. Et je vais vraiment, avec ardeur, parler tout autant de la société civile et du rôle de la société civile et du rôle aussi des technologies, parce que vous, le 2025, c'est vous qui allez le faire. Merci beaucoup, Béatrice. On va donner la parole à Philippe Donsky. Merci. Merci. Je savais, quand j'ai vu que j'étais assis à côté de Béatrice, je me suis dit que ça va être difficile de suivre Béatrice et de parler de technologie. Je suis fils de réfugié en plus, alors il faut que je change de cap. Je vais parler d'innovation un peu dans mon domaine qui est l'énergie durable. Donc, quant à moi, si on parle d'avenir, on parle d'innovation. En énergie, là, c'est la seule façon qu'on peut entrevoir l'avenir. Moi, je pense qu'on est comme humain, on est fait pour innover, qu'on le veuille ou non, que ce soit bon ou pas bon. L'innovation, c'est au cœur de qui on est comme animal, si on veut. Et pour moi, le défi des politiques publiques, c'est le défi de savoir comment on peut tirer le meilleur profit des innovations tout en évitant les pires déboires des innovations. Alors, cela étant dit, moi, je vais parler d'innovation à deux niveaux parce que j'ai 5 minutes. Je vais parler d'énergie renouvelable, je vais parler d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique. Et d'abord, je vais commencer avec une bonne nouvelle. 2015, en 2015, en fait, il y a deux bonnes nouvelles. Premièrement, en 2015, au niveau mondial, on a investi 130 milliards de dollars dans la production d'électricité à partir d'énergie fossile. Ça, c'est pas ma bonne nouvelle. 130 milliards de dollars en production d'électricité à partir d'énergie fossile. On a investi cette même année 530 milliards en énergie renouvelable et en efficacité énergétique. Alors, cette année, 5 fois plus d'efforts mondiaux du côté du positif
que du négatif. Et si, pour ceux d'entre vous qui vous rappelez là, comment ça a été, il y a à peine 5-10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer que ce soit de la sorte. Cette année, en 2015, c'est la première année de l'histoire moderne qu'on produit plus d'électricité à partir d'énergie renouvelable qu'à partir d'énergie du charbon au niveau mondial. C'est la première année, on vient tout juste de franchir cette grande étape. Donc, on commence sur un bon pas. Je vais parler de solaire et d'efficacité énergétique. Le solaire, parce que c'est un peu le success story du côté énergie. Si on revient un peu dans le passé, à l'ère du premier ministre Trudeau qu'on avait, le coût de l'énergie solaire était environ 100 fois plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. On a réussi à baisser le coût du solaire par un facteur de 100 en l'espace d'une génération et demie. Depuis l'arrivée du deuxième Trudeau sur la scène fédérale, c'est-à-dire depuis 6 ans, on a réussi à abaisser encore le coût du solaire par un facteur de 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le solaire en Amérique du Nord est compétitif et en fait plus économique. C'est plus économique de mettre des panneaux solaires sur son toit que d'acheter l'électricité du réseau dans environ le tiers des ménages nord-américains. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça va en s'accélérant, pour reprendre le terme de M. Durand-Fulco. Si je me projette en 2025, ce que j'entrevois, c'est l'intégration du solaire dans les édifices, dans les maisons. On a fait l'annonce avant-hier de bardeaux solaires par Tesla. Je pense que c'est un tout début, mais si on pense à 2025, je pense qu'on va les voir de plus en plus de façon très réaliste. Au-delà de ça, on va voir le solaire intégré à la fenestration. Donc, les fenêtres de nos édifices commerciaux, par exemple, vont avoir un induit solaire, vont produire de l'électricité directement par les fenêtres. Et ça devrait fournir environ 40 à 50 de la charge électrique là, des grands édifices commerciaux. Donc, ça, c'est une chose. Si je pense en termes de mégawatts, moi, j'imagine qu'on va être rendu en 2025 à environ 1 million de mégawatts d'énergie solaire au monde. Juste pour mettre ça en perspective, là, c'est à peu près, disons, 70-75 fois toute la production de la baie James. Toute la production d'électricité de la baie James. C'est majeur. On change de cap. Ça, c'est solaire. Efficacité énergétique, aussi d'immenses changements et des changements qui sont menés, si je reviens un peu à ce que Sydney parlait de l'automatisation des transports, les données et les TI en efficacité énergétique vont changer la donne. Je donne 3 exemples rapidement. Premièrement, une compagnie qui s'appelle MyHeat, qui fait présentement des photos aériennes de communautés entières avec des caméras infrarouges. Et avec ça, on voit précisément l'énergie qui est perdue par les toits, au niveau de chaque toit, au niveau de chaque rue, au niveau de la communauté entière. Et on voit ça à un niveau de précision de 1 cm². Ça, c'est MyHeat. Deuxième, Green Button. Green Button, c'est un protocole, ma firme travaille là-dessus avec l'Ontario, qui va permettre à tous les consommateurs de dire à des fournisseurs, oui, je vous donne permission de regarder toutes mes données de consommation d'énergie et d'eau, par ailleurs. Et à partir de ça, des fournisseurs vont offrir des services d'efficacité énergétique qui sont customized, qui sont adaptés spécifiquement à vos besoins, aux besoins de chaque maison, de chaque édifice. Et troisième chose que je trouve particulièrement intéressant, les thermostats. Les thermostats, ça fait au-delà de 400 ans qu'on a inventé le thermostat. C'est un monsieur Cornelius, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui a inventé le thermostat. C'était un mix d'alcool et de mercure. C'était génial. Lui, il appelait ça son four magique. Et à l'époque, les gens appelaient ça le witchcraft. Comment on dit witchcraft? La sorcerie, c'est ça. C'était il y a 400 ans. On n'a fait quasiment pas d'innovation dans les thermostats pendant les 350 années suivantes. Aujourd'hui, on est rendu avec des thermostats intelligents qui font les choses suivantes. Je les nomme rapidement et après ça, j'arrête. Ah, OK. J'ai dépassé. Je dis juste des thermostats qui vont faire l'analyse énergétique des maisons et des bâtiments. Des thermostats qui vont contrôler automatiquement à distance notre consommation d'énergie. Des thermostats qui vont nous parler puis qui vont nous suivre
et savoir quand on quitte la maison, quand on quitte le pays pour ajuster les températures. Donc, quelques affaires qui sont en train de changer. Merci, Philippe. On va maintenant passer la parole à Cyril Béraud. Merci. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Et puis, alors, merci de m'avoir accueilli. Je suis Cyril Béraud, je suis le président de Savoir-Faire Linux. Et Savoir-Faire Linux, c'est une entreprise de services informatiques spécialisée en technologie ouverte et en logiciel libre. Et bon, après tout ce que j'ai entendu, ça va être un petit peu difficile. Là, j'aimerais juste évoquer Jonathan, qui nous a fait un tableau apocalyptique de la situation, crise énergétique, crise climatique, crise financière, crise du capitalisme, crise économique. Moi, je rajouterais aussi augmentation massive des inégalités. C'est-à-dire que le système économique actuellement crée beaucoup de valeur, mais simplement, cette richesse est appropriée par un nombre de plus en plus réduit de personnes. Voilà, merci. Et c'est un des problèmes que, même si on résout le problème de l'énergie fossile, qui va se maintenir. Concentration des richesses, création des inégalités, disparition de la classe moyenne dans beaucoup de pays. Donc et puis, en parallèle à ça, et puis Béatrice l'a évoqué, montée de la haine, de la xénophobie, c'est-à-dire il faut dire les choses, et je m'excuse Jonathan, je m'adresse à toi, parce que c'est sous-jacent dans ton texte. Le mode de production capitaliste est en train de trouver ses limites, et on est à un moment critique. Vraiment, il me semble, moi je partage donc ton avis Jonathan, celui de Béatrice, je ne suis pas très optimiste sur l'humanité en 2025. Ou en tout cas, s'il y a un avenir, il se passera, et je suis un peu comme Jérémy Rifkin, face à cette situation-là, ça risque de se passer s'il y a un nouveau monde possible, d'abord il passera par la sortie du capitalisme, par la sortie d'un mode de production qui a ses propres déterminismes. Et c'est pour ça, parce qu'on est pris dans ces déterminismes, c'est-à-dire qu'on subit les effets d'un système global, indépendamment du fonctionnement des différents agents qui participent de ce système. Et pour le coup, comme il est insaisissable, ces universalismes abstraits, comme on dit, c'est la faute des musulmans, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, c'est la faute des juifs, c'est la faute des femmes. Enfin, toutes les minorités vont y passer, et puis là, on voit un phénomène qui s'accentue. Au niveau technologique, moi, ce que je peux vous dire, c'est que rien ne va s'arranger. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, vous lisez les journaux, la robotique va à grande vitesse. Tout le monde a vu ces vidéos extraordinaires de Boston Dynamics, l'entreprise récemment rachetée par Google à Boston. C'est des robots qui prennent des boîtes, qui les rangent, qui se déplacent, qui ouvrent des portes, qui sortent. Et ça, c'est demain. C'est déjà là, en fait. C'est déjà là. C'est en train. Et c'est donc d'emblée des millions d'emplois qui sont détruits. C'est l'intelligence artificielle qui est en train d'aller très, très, très vite. Et là, c'est même, on a dit, Internet, c'est un peu comme l'invention de l'imprimerie. C'est une vraie révolution, mais c'est bien plus que ça. C'est même la notion de savoir, avec le big data. C'est-à-dire que, je sais pas, parmi les économistes, actuellement, il y a un grand débat de savoir, mais finalement, on n'a plus besoin de théorie. Il suffit d'analyser les données, et les données vont nous donner la vérité. Donc c'est même c'est notre manière de penser et d'appréhender le monde là qui va changer rapidement. Est-ce que l'avenir va se trouver dans l'économie du partage ? Airbnb, Uber, est-ce que c'est ça l'avenir ? Mais là aussi, je me permets de faire remarquer que c'est des super valeurs d'usage. On clique, clac, et puis un transporteur vient vous chercher, et puis vous allez payer moins cher. Mais en fait, c'est un appauvrissement de tous les employés, de tout le monde qui se crée massivement. Donc je ne sais pas si c'est un vrai progrès. J'aimerais juste sur ce point, c'est la question de nouvelles, ce qu'on appelle l'économie du partage. En fait, c'est la privatisation des biens communs. Moi, c'est une autre manière de le dire. Actuellement, les biens communs sont privatisés systématiquement et massivement, effectivement, pour que le système continue de fonctionner. Je crois qu'un des pièges de ceux qui travaillent dans l'écologie et dans le développement durable, c'est rentrer dans le jeu, c'est-à-dire faire de l'économie durable ou de l'écologie un outil pour permettre, faciliter ce mode de production et ce modèle économique. Donc là-dessus aussi, je voulais faire ce commentaire. Uber, Airbnb apportent des valeurs d'usage, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ça sert à quelque chose. Si les gens utilisent Uber et pas un taxi, c'est qu'il y a un intérêt à utiliser ce type de service.
des multinationales vont s'approprier la valeur créée par cette nouvelle valeur d'usage. Comment en sortir? Comment faire évoluer les choses? Je donne cet exemple parce que pour moi, il est très frappant de l'absence, je crois qu'une des grosses difficultés, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce mouvement auquel on est en train d'assister, les technologies sont au cœur de tout ça. Et c'est pour ça que moi, je suis très content d'être là aujourd'hui. Et quand on parle des nouvelles technologies et des innovations qui bouleversent le mode de production actuel, c'est que derrière tout ça, et quels que soient les domaines scientifiques ou technologiques, c'est le code qui pousse. C'est parce qu'on a maintenant des calculateurs super rapides qui nous permettent de faire d'énormes progrès en psychologie, dans l'économie de l'énergie, dans tous les domaines, en mathématiques, en physique. Enfin, il n'y a pas de domaine qui ne soit pas touché par le fait que c'est le code. Et donc la question, et ça a été une question qui a été posée par Laurence Lessig, qui est un grand intellectuel du mouvement des logiciels libres, qui est de dire, mais celui qui maîtrise le code va maîtriser l'avenir de nos sociétés. Parce que si ce code est, je crois qu'un des gros enjeux de nos sociétés pour son avenir, c'est la réappropriation des évolutions technologiques. Et notamment la réappropriation des questions du code, et d'où l'importance du logiciel libre, qui offre un modèle collaboratif basé sur le partage, qui crée, à mon avis, beaucoup plus de valeur, qui est beaucoup plus horizontal comme mode de fonctionnement, mode distribué, et qui, à mon avis, est une des vraies questions de nos sociétés pour pouvoir se réapproprier de toute façon d'une manière de construire l'avenir. Si le code, c'est-à-dire si les évolutions technologiques échappent à la collectivité, elle n'a pas les outils pour se l'approprier et se la construire comme on veut. Donc cette question du logiciel libre est pour ça un élément important. J'aimerais revenir sur la dimension sur l'aspect d'Uber. Je vais conclure là-dessus parce que je défends une thèse qui est un petit peu atypique, ou que je n'entends pas assez. Uber offre des valeurs d'usage. Qu'est-ce qu'on assiste dans le monde de l'informatique et de l'Internet? C'est une accélération des phénomènes qu'on voit dans le vie réelle, dans le monde, dans le système capitaliste. C'est-à-dire que les concentrations et les monopoles se créent très, très rapidement. La question de Google, par exemple, qui a un poids tellement colossal actuellement dans le monde, est une vraie question qu'on doit se poser, qui est devenue une question politique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'économie de l'Internet n'étant pas régulée par les États comme dans la vie réelle, le libéralisme tel qu'on le connaît actuellement est extrêmement régulé par toutes sortes de lois et des choses comme ça. Dans le monde de l'Internet, ça ne l'est pas. Donc on assiste au phénomène de concentration et de rapidité de création de monopoles très très rapide sur Internet. Pourquoi? Parce que l'État refuse, et l'État, je dirais la collectivité, nous collectivement, on accepte d'y être en tant que consommateur, on n'accepte pas d'être dans ce monde en tant que citoyen. Et donc l'État refuse d'y être, oulala, ça va trop vite, oulala, c'est trop compliqué. Moyennant quoi, l'État doit jouer un rôle pour réguler cette économie, sinon on va être condamné à une accélération encore plus rapide des phénomènes qui sont propres au capitalisme, de création des inégalités, concentration du capital et crise cyclique qu'on connaît au niveau spéculatif, économique, qui sont tout à fait prévus et tout à fait lisibles. Voilà. Merci Juste Cyril. un premier commentaire. Là, on va passer à la deuxième partie, puis on va relancer. De toute façon, je pense que ça se rejoint beaucoup et ça va permettre à Jonathan, de répondre un peu à ce qui a été lancé. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais des crises et de tout ce que ça va impliquer, parce qu'on est dans un phénomène de croissance, effectivement. Donc maintenant, c'est à savoir, bon, on veut des solutions, nous, parce qu'on est... Je rappelle qu'on est des utopistes, mais l'utopie, c'est quand même le moteur du changement. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de suggérer, justement, pour changer de paradigme dans ce monde où la croissance à tout crin est en train de tout ravager? Donc, ma présentation initiale allait vraiment dans le sens du pire, d'une heuristique de la peur, donc d'une accélération des problèmes, des crises. Et d'après moi, c'est quelque chose de réel qui est en cours, qui se voit à l'heure actuelle. Mais en même temps, il n'y a pas juste ça non plus. Donc, il faut avoir le pessimisme de l'intelligence, comme disait Gramsci, mais aussi l'optimisme de la volonté, voir ce qui se passe, ce qui se produit, les tendances en cours et les innovations humaines, sociales, environnementales, écologiques qui se passent et les gens qui inventent le monde de demain, aujourd'hui. Dans cet esprit-là, en fait, il y a plein d'initiatives qu'on peut voir en termes d'agriculture, dans le domaine des biens communs numériques, entre autres, au niveau des luttes sociales, d'une expérimentation des nouvelles façons
de produire, de consommer, de distribuer, qui passe par des nouveaux systèmes, des monnaies locales. Il y a des nouvelles formes d'entreprises qui sont plus innovantes que des entreprises traditionnelles capitalistes avec une privatisation des profits. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ce que j'aimerais amener ici, c'est l'idée qu'il faut essayer de rassembler ces initiatives-là dans une vision commune pour leur donner une force supplémentaire, leur donner une vision, puis dire qu'il y a une alternative plus large qui existe au système actuel. Et le mot que j'aimerais amener aujourd'hui, c'est l'idée d'une post-croissance, en fait. Il y a l'idée de la décroissance que je partage en certaines parties, mais qui porte un peu à confusion, parce qu'on dit s'il y a la croissance continue, il ne faut pas que ça aille toujours plus vite, toujours plus grand, parce qu'on va surexploiter la nature, puis ça va amener à une impasse. Là, on doit décroître. Dans cet esprit-là, on dit, c'est quoi qu'il faut qui décroît? Est-ce qu'on décroît tout? Est-ce qu'on arrête l'innovation? Est-ce qu'on arrête le changement? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'idée, c'est de dire qu'il nous faut une forme de société qui est ouverte, qui peut innover, qui peut croître dans certains domaines, décroître dans d'autres, mais que les êtres humains auraient le contrôle sur ce qui se fait, sur ce qui se produit. Donc, une réappropriation des institutions, de la démocratie, des technologies, voir qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on crée. Donc, dans cet esprit-là, en fait, pour faire ça, il faut réencastrer le système économique dans la société. Donc, il y avait un philosophe, Karl Polanyi, qui parlait de l'économie de marché, du mouvement de marchandisation, d'une privatisation qui fait en sorte que notre système devient autonome, puis on perd le contrôle sur ce qui se produit. Ce qu'il faut faire, c'est reprendre le contrôle sur ça. Et là, comment on fait? Il y a plusieurs bases pour ça. D'une certaine façon, le mot d'ordre que je pourrais amener ici, c'est l'idée qu'il faut démocratiser l'économie sous toutes ses formes. Donc, qu'est-ce que ça implique, la démocratie au niveau de l'économie? C'est étendre la sphère de la démocratie qui n'est pas juste au niveau de la politique, mais vraiment dans la sphère de l'entreprise, par la démocratie sur les lieux de travail. Donc, il y a de plus en plus d'approches en termes de gestion, approches collaboratives qu'on appelle souvent. Donc, des formes d'autogestion, même dans des formes d'entreprises privées qui innovent puis qui font participer de manière plus active les travailleurs, les travailleuses. Mais ce qu'il faut aussi, c'est au-delà de l'organisation du lieu de travail, c'est la démocratie au niveau des investissements, des ressources, des profits, en fait. Il faut démocratiser les entreprises, d'une certaine façon. Il faut aussi démocratiser les leviers de régulation économique. Ça peut se faire au niveau des États-nations, mais on voit de plus en plus aussi des formes d'innovation aux États-Unis, entre autres, au niveau des villes, des municipalités, des entreprises municipales, des nouveaux pouvoirs locaux, une relocalisation de l'économie qui se produit, qui permet d'avoir un plus grand contrôle des relations directes entre les consommateurs, les producteurs et des gens qui se mettent à réencastrer l'économie dans leur village, dans leur communauté. Donc, il y a cette idée-là. Et au niveau des innovations humaines démocratiques, ce qui est le plus intéressant, d'après moi, à surveiller, il y a tout un mouvement actuellement pour la protection et la création des biens communs. Les communs, c'est des ressources qui sont partagées par différents individus pour assurer une gestion durable, efficace, qui ne passe ni par la propriété privée ou la marchandisation, ni par la propriété publique ou étatique. C'est une forme d'auto-organisation qui permet aux gens de préserver une ressource commune. Ça peut prendre la forme d'écosystèmes, ça peut être des communs numériques. Oui, Wikipédia, par exemple, des licences libres, Creative Commons, puis peut-être que mon collègue va pouvoir élaborer sur ça. C'est un des phénomènes en cours dans le cyberespace, d'avoir des biens communs. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, puis il y a toute une lutte qui se passe à la fois dans les espaces publics, dans les villes, mais aussi dans le cyberespace, au niveau d'une tentative d'appropriation privée, en fait. Il se crée des monopoles privés, et là, c'est de voir entre le paradigme du privé, de la marchandisation, et le paradigme des biens communs. D'après moi, il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. Je ne sais pas, il me reste combien de temps, ça achève, je pense? 10 secondes. Bon. Ce que je voulais dire par la suite, donc au niveau des biens communs des villes aussi, il y a les villes espagnoles. Actuellement, il y a des mouvements qui viennent des Indignados. À Barcelone, Madrid, dans différentes villes, il y a des mouvements qui essaient de réinventer la démocratie. En fait, un nouveau mouvement qui passe par une coalition large au niveau des associations citoyennes, des partis verts, de gauche radicale ou ainsi de suite, qui se mettent ensemble et qui se réapproprient la ville. Et d'après moi, si on
voit que notre système politique est dans une impasse, c'est difficile d'agir au niveau des États-nations, c'est large, c'est éloigné du citoyen, de la citoyenne. Il faut repenser une stratégie de transition écologique, de démocratie forte, radicale au niveau des municipalités. Puis au Québec, on n'a pas tendance à penser la ville comme étant un lieu de contestation, de pouvoir, de démocratie. Puis il faut qu'on pense à faire, voir ce qu'on pourrait faire à Montréal ou dans les différentes villes du Québec, puis comment les villes pourraient se lier entre elles pour se battre contre la centralisation du pouvoir. Donc, je vais terminer. Merci. Merci, Jonathan. Sidney, tu nous as parlé de transport essentiellement. Le 4 novembre, là, on entre dans un nouveau paradigme avec l'accord de Paris. Peux-tu nous en parler plus concrètement? Qu'est-ce que ça va signifier puis comment ça va amener du changement? En fait, j'ai le goût de réagir à peu près à tous les panélistes en même temps, là, mais on a juste 5 minutes. Mais dans le fond, peut-être juste pour vous illustrer, quand on parle, puis un peu en réaction à Cyril par rapport à Uber et tout, quand on parle du partage, par exemple, dans le transport, présentement, il y a à peu près 5 millions de véhicules individuels au Québec. Ce sont des véhicules privés. Hein, en plus qu'on ne produit pas, qui n'ont pas de retour. Quand on achète une voiture, on exporte une valeur économique quand on achète le véhicule, puis après ça, on exporte la valeur économique quand on achète le pétrole. Si on avait un système de partage de ces véhicules-là, qu'on reste juste sur ces véhicules-là, on diminuerait par un facteur d'à peu près 10. Fait qu'on aurait, au lieu d'avoir 5 millions de véhicules privés, mettons qu'on laisse ça dans les mains des entreprises privées, ça voudrait dire peut-être 500 000 véhicules privés à l'échelle du Québec. Fait que ne serait-ce que... Alors donc, on diminuerait la part du privé dans le transport par le partage, même si on laisse le partage dans les mains du privé. Lorsqu'on parle de l'automatisation, il faut aussi... cette tendance-là, puis c'est le cas aussi jusqu'à un certain point du partage, là, puis je reviendrai, mais dans le cas de l'automatisation, il faut aussi... évidemment, ça peut aller dans l'autre sens. Moi, je vous ai présenté une façon d'utiliser cette technologie positivement. Mais l'automatisation peut aussi vouloir dire, bien, puisque mon véhicule est autonome puis se conduit tout seul, bien, je vais habiter à Sherbrooke puis je vais venir travailler à Montréal à tous les jours parce que le temps que je passe en transit, bien, je peux faire d'autres choses. Je peux regarder un film, je peux prendre ma douche. À la limite, là, les véhicules vont être complètement transformés. Tu peux faire autre chose dans ton véhicule, comme c'est un peu le cas dans le transport en commun lorsqu'on se déplace de cette façon-là. Alors, et l'électrification aussi peut avoir cet effet-là. Donc, la diminution du coût de l'énergie est à peu près aussi, je n'ai pas le facteur, mais c'est d'un facteur de 5 ou de 10, la diminution du coût. Une fois que vous avez un véhicule électrique, votre énergie coûte à peu près rien. Bon, mais l'énergie ne coûte rien, fait que je vais me déplacer plus, je vais en profiter, puis je vais... Alors, donc, il y a les scénarios que quand je vous dis, quand je vous le présente d'une façon optimiste, ça nécessite qu'il y ait énormément de travail politique pour que ça se réalise de cette façon-là. Ça nécessite que l'État joue son rôle de réglementation. Moi, je veux dire, je suis énormément en interaction avec l'État. On est une organisation qui croit qu'il faut changer les politiques publiques pour changer les choses. Bien, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans notre société sans que l'État soit impliqué. À peu près toutes les technologies dont on parle ici, l'État a joué un rôle. Dans certains cas, l'État a développé la technologie. On pense à l'industrie militaire américaine qui a développé un paquet des technologies qui existent aujourd'hui, l'énergie solaire, qui est la NASA, et ainsi de suite. Là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on doit absolument se réapproprier l'espace citoyen qui nous est accordé dans notre démocratie. Et ça, moi, j'ai plutôt espoir quand je réfléchis à ça parce que je regarde dans les dernières années ce qui s'est passé, entre autres dans le mouvement des pipelines, on pourrait penser à plein d'autres enjeux où des citoyens se sont mobilisés, entre autres grâce à des technologies de l'information puis de leur capacité de s'organiser via Facebook ou le web et ainsi de suite. Et on assiste à des simples citoyens avec une page Facebook ou des pages Facebook qui réussissent à contrer l'industrie la plus puissante de la planète, donc l'industrie pétrolière. On a bloqué les pipelines en Amérique du Nord. Des citoyens ont bloqué les pipelines et derrière ça, il y a les intérêts les plus puissants. Alors, si on a réussi à faire ça, moi, ça me donne espoir pour la suite des choses. Je terminerai avec 2 choses par rapport à ça.
Il y a plusieurs années au Brésil, les gens étaient assez déprimés de voir que les gens qui étaient dans la dictature se faisaient réélire comme gouvernement. Puis les gens n'avaient pas beaucoup... Moi, j'ai visité le Brésil à cette époque-là. Ils ne s'imaginaient pas qu'un jour, le peuple, entre guillemets, serait au pouvoir. Quelques années plus tard, Lula a été élu, puis ça a été une révolution politique au Brésil. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un vous aurait dit, vous savez quoi? Prochaines élections en Alberta, là, ça va être un gouvernement d'extrême gauche. Ça va être l'équivalent de Québec solidaire qui va être élu majoritaire gouvernement. Il n'y a pas grand monde qui vous aurait pris au sérieux. Bien, c'est ça qu'on a présentement. Le NPD est à peu près à 4 dans les sondages. Ils ont gagné les élections. Au fédéral, on a un changement de paradigme aussi. Ce que je veux dire, c'est que le changement est possible. Et à mon avis, ce changement-là dépend de l'espace que les citoyens prendront ou ne prendront pas dans les prochaines années. Merci, Sydney. On va donner la parole à Jean-Martin. Pardon. Oui, Jean-Martin, il était question beaucoup de... Vas-y, je te laisse la parole. Je ne sais pas comment te relancer, mais... Moi, en fait, je trouve ça vraiment génial d'être assis ici avec vous autres aujourd'hui parce que je sens que ça donne une voix à quelque chose qu'on n'imagine pas qui peut être le futur, qui est comme le retour à la Terre. Puis c'est important aussi de comprendre que dans un futur proche puis lointain, ça peut être très moderne de dire il y a un retour à la Terre. Puis quand j'entends les crises qui sont déjà présentes, mais qui vont peut-être s'accentuer avec les secteurs manufacturiers qui vont fermer dû aux technologies, etc., l'automatisation, moi, il y a une question qui m'apparaît évidente, c'est qu'est-ce que le monde va faire en ville? S'il n'y a plus de job, puis il n'y a plus de travail, puis qu'est-ce qu'ils vont faire en ville? Puis moi, je pense que c'est clair pour moi qu'une des solutions à ça, c'est de dire, les gens vont retourner à la campagne. Puis à la campagne, ce qu'il y a à faire, c'est de produire des aliments pour nourrir les communautés. Puis moi, je serais juste très heureux aujourd'hui, sans des grands mots, puis sans des grandes histoires à vous raconter, juste si je pouvais vous témoigner que ça ne serait pas une mauvaise chose, que ça serait une belle chose. Et puis qu'aujourd'hui, avec les technologies et avec des sciences comme la permaculture qui commencent à évoluer puis à développer, puis on commence à comprendre les systèmes écologiques pour non seulement en parler, pour les défendre, mais pour les utiliser, pour faire des symbioses, pour faire des systèmes qui sont basse technologie, haute technologie, mais qui se fient sur la nature pour produire. On est capable d'être intelligent dans la façon qu'on va faire, mettons, un retour à la Terre. Fait que, sans être optimiste ou négatif ou pessimiste, moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Puis, je pense qu'on a la chance de se préparer. Puis, moi, je considère que c'est pas une mauvaise chose s'il y a un retour à la Terre puis que les gens retournent à la campagne puis qu'ils peuvent faire une belle vie. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va présenter ça aux gens puis comment on va peut-être préparer ce retour-là qui est, quant à moi, inévitable. Merci. Merci, Jean-Martin. On va passer avec Béatrice. Elle nous a parlé, on a peur, on a tous eu très peur. Est-ce qu'il y a de l'espoir? L'espoir, c'est vous aujourd'hui, ce que vous allez faire cet après-midi, ce soir, demain. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'il faut récupérer l'espace public. Il faut qu'on n'ait plus peur de la dissidence. Il faut même la générer, la dissidence. Il faut la nourrir. Il faut que participer aux manifs et être nombreux aussi sur le terrain avec nos chaussures et s'intéresser à la chose politique. Il faut que l'économie n'appartienne pas qu'aux économistes. Entre autres, il y a des méthodes alternatives brésiliennes ou autres aussi hyper intéressantes d'alternatives économiques importantes. Mais cet espace public est vraiment à récupérer et qu'on se choque pas uniquement quand les droits civils et politiques, je nommerais par exemple liberté d'expression, on crie depuis 48 heures sur la surveillance de Patrick Lagacé, avec raison. Oui, la flic n'ont pas à faire ça, puis la juge n'avait pas autorisé, a priori, de ce que je sais. C'est pas un statement officiel, c'est de ce que je peux lire. Mais clairement, ici, il y a danger sur la liberté d'expression. Mais je m'assure souvent sur le fait qu'on
on est très rapide sur nos sabots, sur la liberté d'expression, etc. Mais quand il s'agit de crier au meurtre parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à se nourrir, on est beaucoup moins nombreux. Et pourtant, dans le droit international, dans les droits humains, ne pas subir de torture est tout aussi équivalent que d'avoir un logement décent, un revenu décent et un système d'éducation décent. Et je voudrais qu'on soit nombreux à crier qu'est-ce qui se passe avec les politiques d'austérité au Québec ou qu'est-ce qui se passe avec le fait que plus de 50% de la population mondiale vit dans des villes et que ça s'accroît parce qu'il n'y a plus rien à faire à cause du dessèchement, à cause de conflits, à cause de 60 millions de personnes qui ont dû quitter leur chez-soi aujourd'hui sur Terre parce qu'il n'y a pas à bouffer, il y a de la misère ou il n'y a pas de terre à labourer ou autre et qu'on ne peut pas nourrir sa famille. Et donc, ces droits économiques et sociaux qui ont un lien avec récupérer le bien commun, récupérer la chose publique, récupérer l'eau, récupérer tout un tas d'enjeux économiques et sociaux qui nous font vivre. Mais pour ça, il faut qu'on ait l'espace public pour pouvoir l'exprimer. Donc, manifester, s'informer, aller dans la rue, c'est vraiment, vraiment important. Et la démocratie, c'est pas une fois un vote tous les 4 ans, c'est votre association locale et les droits humains, ça commence près de chez vous. Qu'est-ce qui se passe près de chez vous? Comment on fait pour ramener la citoyenneté active, justement? C'est ça que j'ai envie de te demander. On s'associe à Amnesty International, par exemple. C'est clairement ça. On s'associe à plein d'organismes ici à la Maison du développement durable. On a des groupes scolaires dans beaucoup d'écoles au Québec. Toutes, j'en rêverais, mais j'y travaille fort, pour que les jeunes soient habitués à entendre parler de justice et à entendre parler de moi, je peux faire une action pour que Fio, illustre étudiante inconnue du Myanmar, soit libérée, puis ils l'ont libérée, puis je leur dis bravo. Donc, c'est ces actions-là qu'il faut faire. C'est d'utiliser les moyens techno aussi, que les gouvernements, je ne vous ai pas parlé de surveillance de masse, mais elle existe, elle est là. On nous surveille en nous disant, moi, j'ai rien à me reprocher, c'est pas bien grave. Si, c'est extrêmement grave qu'on vous surveille, extrêmement grave. Soyez choqués de ça. Mais par contre, utilisez les technos. Il y avait une Freedom Tent sur la place Tahrir au Caire, en Égypte, parce que tellement on utilisait les technos pour mobiliser, pour témoigner, pour documenter. Et oui, il y a eu quelques quand même dictateurs qui s'en sont réchappés, mais il y en a d'autres qui ont eu chaud aux fesses. Et c'est ça, ces technos aussi. Maintenant, nous, on a des satellites pour regarder ce qui se fait au niveau des civils. Il y a plein d'outils techno possibles. C'est sûr que les gouvernements vont vite aussi, mais nous aussi, on est capable d'aller vite. Alors, choisissez votre bataille, mais travaillez sur les droits économiques et sociaux pour mettre un terme aux inégalités et travailler sur les droits des femmes, c'est pas une minorité, c'est la moitié de la population. Il faut absolument être vigilant sur ces questions-là. Ça dépend que de vous. Moi, j'ai pas tant peur du bruit des bottes que du silence des pantoufles. Et là, je paraphrase Niemöller là-dessus, mais c'est le silence des pantoufles qui m'inquiète. Merci, Béatrice. Alors, elle disait justement qu'on a une technologie à notre disposition qui peut nous servir, mais elle peut aussi nous desservir. Comment elle peut le mieux nous servir selon toi, Philippe Donsky? Je pense, je reviens en arrière un petit peu. Là, la première fois que je suis devenu membre d'une organisation quelconque, j'avais 13 ans, puis je suis devenu membre d'Amnesty International. Yeah! Et c'était très important pour moi parce que je me suis joint à un mouvement, parce que je recevais de l'information, et tout d'un coup, j'ai pensé un peu plus large, un peu au-delà de ma propre personne, de ma propre maison. Je parle pas d'énergie, là, mais de façon globale, je rejoins ce que les autres ont dit à date. Le plus important de tout, c'est de se sentir une partie de quelque chose de plus large et de ne pas éteindre sa voix. Ça, pour moi, c'est la base, que ce soit pour de l'énergie propre ou que ce soit pour les droits humains, les droits des réfugiés, et ainsi de suite. Là, c'est essentiel. Côté énergétique, moi, je reviens aussi au retour à la terre, retour à la campagne, là, dont notre fermier de famille préféré parlait tantôt. Et je trouve ça très intéressant et je trouve ça très alléchant d'une certaine façon. Et je souligne juste une chose, si tout le monde retournait à la terre, retournait à la campagne, on consommerait énormément plus d'énergie et on polluerait énormément plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Pas parce que c'est mauvais d'être fermier, mais à cause des distances. Les distances nous tuent côté pollution de l'air, côté changement climatique. Si on a un problème, si on a une crise, si on veut utiliser ce mot, climatique, c'est en bonne partie à cause des distances qu'on a besoin de parcourir.
et à cause de la croissance de nos besoins, des besoins de nos maisons, de nos bâtiments. Ça, c'est énorme. Donc, si on veut faciliter ça, et je suis d'accord avec vous, là, je vois bien que de plus en plus, il va y avoir un intérêt là, pour les gens de quitter la frénésie là, de la ville. On a besoin d'être énormément plus efficace dans la façon dont on consomme l'énergie si on est pour maintenir un climat habitable pour l'humain. Pour ça, il y a mille et une façons d'y arriver. Il y a mille et une choses qu'on doit faire. Et je n'irai pas dans tous les détails. Globalement, on a besoin de réglementation beaucoup plus sévère que ce qu'on a présentement. On a besoin d'informations beaucoup plus intégrées à nos vies qu'on a présentement. Je dis ça, il y a tellement de belles solutions, il y a tellement de belles approches réglementaires qui sont adoptées. Je pourrais vous nommer là, des dizaines d'États américains, des provinces canadiennes, des pays européens qui font tout ça, tout ce qu'on a besoin de faire. Ce qu'on a besoin, c'est d'entendre des voix le demander. Et si les voix le demandent, ultimement, mes clients, qui sont des gouvernements provinciaux, des gouvernements d'État, vont écouter. Et souvent, je veux juste finir avec ceci, souvent, dans ma pratique, mes clients qui sont des gouvernements, ils veulent faire des choses, ils veulent faire des bonnes choses, ils veulent réglementer parce que c'est important de le faire. Ils veulent instaurer des approches d'information ou de financement ou d'autres pour nous amener à être beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Et ils hésitent parce que, de un, la population ne le demande pas, et de deux, souvent, la population va s'y opposer parce qu'elle va voir une ingérence de la politique. Donc, je reviens simplement à ce qu'on a dit en anglais, le big picture. Le big picture, pour moi, c'est on a besoin d'exiger, de demander, de parler du besoin de devenir plus efficace avec notre énergie, d'utiliser moins d'énergie pour pouvoir protéger ce climat. Merci, Philippe. Alors là, maintenant, la parole est à Cyril. OK. Est-ce que l'espoir est revenu après toutes ces solutions qui se proposent? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des problèmes fondamentaux, qu'on économise mieux l'énergie ou qu'on fasse des fermes écologiques. Je ne sais pas si les fermes vont pouvoir nourrir le 1% des plus riches, qui vont bien manger probablement, et donc il y a certainement un très très beau marché pour le développement d'une agriculture durable. Ça, là, il y a un piège. Hein. Au service de qui se fait ces innovations et tout. Et évidemment, j'ai pas de réponse. Bien sûr que j'ai pas de réponse. Simplement, moi, ce que j'observe, une remarque, les gouvernements, je crois que c'est un vrai enjeu. La réappropriation de l'appareil d'État, rien ne se fera sans réappropriation de l'appareil d'État. Et là, c'est une question politique et collective qui est super importante. Mais ça a été mentionné pas mal. Plusieurs fois. Sauf que l'État est souvent présenté comme un ennemi étranger à nous, alors que Philippe l'a très bien remarqué, quand il rencontre des responsables gouvernementaux, ils veulent bien faire, tout le monde veut bien faire. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans un... Et ils le sont véritablement, ils le sont élus. Et puis moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est des gens vachement bien. Et c'est là qu'on voit que tout le monde est vachement bien et que malgré tout, le système, lui, continue de fonctionner, détruit la nature, détruit de la richesse, crée de la pauvreté. Donc il y a vraiment un système à repenser, notre rapport à la nature qui doit être repensé. Je pense que les technologies peuvent être un outil. Moi, je suis très rifkinien, là, pour évoquer Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle notamment, mais pas seulement. Là, c'est je pense, un penseur qui nous ouvre la voie. Les nouvelles technologies, l'énergie renouvelable, la mise en place d'un système de communication en réseau tel qu'elle est sur Internet. Et là aussi, vous savez, tous les jours, il y a une lutte qui est menée pour préserver l'espace de Internet tel qu'il est, c'est-à-dire un véritable espace de liberté. Mais il ne l'est pas naturellement. J'aimerais insister là-dessus. Il ne l'est pas naturellement. C'est-à-dire que si on laissait faire, naturellement, il se refermerait et naturellement, très très vite, un certain nombre d'entreprises, de corporations mondiales s'approprieraient l'ensemble du système. C'est déjà commencé. Et c'est une lutte qu'il faut renouveler tous les jours. Hein. La question de la neutralité du net, il y a toute une série d'organismes et de militants qui... Et c'est probablement dans ces outils-là nous donnent, en fait,
c'est surtout qu'elle nous permet de travailler différemment ensemble. Et travailler différemment ensemble, c'est aussi, ça va être l'enjeu là, des 20 prochaines années. Apprendre à être ensemble différemment, apprendre à travailler différemment ensemble, à travailler en réseau de manière collaborative, à partager les communs. On rentre dans l'économie de la connaissance, dans l'économie du savoir. Vous savez que cette économie a une propriété très particulière et il faut profiter de cette... Le verre d'eau, soit c'est Philippe qui le boit, soit c'est moi. La propriété privée est tout à fait adaptée pour réguler l'échange du verre d'eau. Par contre, dans l'économie du savoir, l'économie de la connaissance, elle a comme particularité, c'est que d'abord on peut être deux à le partager et plus elle circule, plus elle prend de la valeur. Et là, on a et organiser une société collaborative basée sur une véritable économie du partage. Et je m'excuse, là, j'exclus tout à fait Uber et Airbnb, qui sont, à mon avis, à l'antipode de ce type de modèle qu'on doit rechercher. C'est probablement une des voies possibles pour essayer de repenser notre rapport à la nature et au travail. Voilà ce que j'aimerais dire, modestement. Merci. Là, je ne sais pas s'il reste du temps juste pour qu'ils puissent revenir entre eux. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si... Bon, on va passer à une période de questions, mais j'aimerais ça juste avant, si vous avez, parce que à intervenir par rapport à ce qui s'est dit ici, laisser la parole quand même aux panélistes pour qu'ils s'échangent entre eux. S'il y avait, par exemple, je sais que peut-être pas Jonathan, mais Jean-Martin aura envie de réagir à ce que Philippe a dit concernant la possibilité, on ne peut pas tous aller vivre à la campagne. Est-ce que tu aurais envie de réagir là-dessus, Jonathan? Pas Jonathan, Jean-Martin, pardon. Bien, je pense pas que c'est nécessaire qu'on aille tous vivre à la campagne. Je pense que... C'est pas ça l'idée. Non, je pense que la ville, c'est très bien, mais je pense qu'il y a eu un exode urbain, un exode rural, puis là, je pense qu'il va y avoir un exode urbain. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, c'est simple, c'est juste... Sauf qu'il notait le fait que ça va créer des problèmes aussi. Donc, est-ce que les anticiper? Oui, avec le fait qu'on consomme, ben oui, je peux en témoigner, mais en même temps, il y a un trade-off. Quand on habite à la campagne, il y a beaucoup de choses qu'on consomme moins. Tu sais, moi, quand je viens en ville, je ne sais pas quoi faire d'autre que consommer. Je ne sais pas comment vivre en ville, moi, mais chez nous, j'ai pas besoin d'acheter rien. J'ai tout près de chez moi tout le temps et je suis autonome à cette façon-là. Si je peux me permettre de te compléter, c'est que avec des outils tels que l'Internet, on le sait, finalement, on va pouvoir être capable de travailler aussi. Si on va à la campagne, on n'est pas obligé forcément de faire l'agriculture et de faire d'élever des vaches et des poules. Donc on aura... Peut-être qu'il va y avoir un retour justement entre ceux qui travaillent la terre et ceux qui vont se rapprocher d'eux, mais parce qu'on peut être professeur d'université et puis travailler à plusieurs centaines de kilomètres, on peut écrire aussi. Bon, alors, merci beaucoup. On va passer à une période de questions. On demanderait aux gens qui ont envie de poser des questions de se mettre... Ça va impliquer, vous allez vous lever. Il y a un micro qui est à votre disposition, donc de faire une queue. Comme ça, l'ordre va être clairement établi. Ceux qui veulent donc prendre la parole, vous mettre en ligne derrière le micro. Et, moi, je vais ouvrir le bal avec une question qu'on a reçue par la webdiffusion. Alors, c'est Mathieu Régnier. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Alors, merci pour vos présentations. Je m'intéresse ces jours-ci au quartier vert et au quartier durable de l'avenir. Avec votre boule de cristal et en 3 mois et demi, quelles seraient les innovations les plus surprenantes au niveau des quartiers en 2025 ou, si je peux oser, en 2050? Qui a envie de répondre? Bien, moi, je dirais ceci simplement. Si on reprend l'exemple que je donnais de la diminution d'un dixième des véhicules, qui est un scénario, peut-être pas pour 2025, mais imaginez des quartiers où vous enlevez 90 % de l'espace réservé aux voitures. Philippe avait envie d'intervenir. Ouais, et avant tout, je suis d'accord avec Sydney. Imaginez effectivement pas de stationnement. Pas de stationnement sur nos rues. Au-delà de ça, pensons côté énergie. Tesla vient de sortir son Power Pack 2, qui est effectivement un système modulaire de stockage d'énergie pour, entre autres, des communautés. Alors, des communautés vertes, si on veut, auxquelles vous vous intéressez, peuvent être 100% autonomes côté énergétique, avec une combinaison de solaire sur le toit et de stockage
de systèmes communautaires comme les Power Pack 2. Merci. Jonathan, tu avais envie de... Où est-ce que je l'ai amené? Au niveau des quartiers verts, d'après moi, c'est une des voies de l'avenir. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est les penser de façon inclusive, accessible, ouverte, abordable, parce que souvent, c'est fait. Et au niveau des prix, de l'accessibilité, c'est extrêmement difficile. Il y a une classe privilégiée qui peut y avoir accès. Et ce qu'il faut faire, d'une certaine façon, c'est de s'assurer avec ces quartiers verts-là, avec moins de voitures, avec plus de ruelles vertes, entre autres. Les ruelles vertes, en fait, c'est des biens communs. C'est autogéré par les citoyens. La ville autorise, donne une autorisation, mais après, c'est les gens qui le prennent en main, qu'il y ait vraiment une réappropriation citoyenne des quartiers, qu'il y ait plus d'agriculture urbaine aussi. Puis, il y a des formes de propriété alternatives aussi. Donc, à Montréal, il y a le quartier de Milton Park, entre autres, qui a eu une grosse lutte urbaine dans les années 1970. Et ils ont créé le plus grand parc de logements coopératifs dans tout le Canada. Et c'est une fiducie foncière communautaire. En fait, c'est une propriété collective qui fait en sorte que les maisons qui sont situées là, que ce soit des résidences privées ou des coopératives, ils ne peuvent pas revendre au prix du marché par la suite. Il y a une limitation qui permet de réguler la spéculation immobilière. Donc, d'après moi, si on veut des quartiers verts, il faut penser la question du logement, de la lutte contre la gentrification qui pousse les populations, mais en même temps, il faut avoir des lieux qui sont beaux, qui sont attrayants, attractifs, puis où il fait bon vivre. Merci, Jonathan. On va prendre une question. Oui? Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Tanguy. Puis, juste pour dire, j'ai récemment rejoint le collectif qui s'appelle WeShare, qui s'occupe de promouvoir l'économie collaborative, toutes les innovations et les mouvements qui sont faits autour de ça, l'animation des Fab Labs. Il y a des très beaux projets qui se passent, c'est un mouvement international. Puis peut-être pour la partie technologie, la semaine dernière, il y a eu une conférence et un échange sur la technologie blockchain. Comment cette technologie peut ramener la collaboration et décentraliser le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un débalancement de pouvoir entre les instances qui décident, corporations et hautes sphères du gouvernement, puis peut-être les communautés qui veulent faire avancer les choses. J'ai deux questions, en tout cas qui s'adressent à deux personnes, peut-être plus sur le côté philosophique pour Jonathan. Comment tu vois ce débalancement se avancer et se rétablir dans les prochaines années entre centralisation du pouvoir de décision aujourd'hui et décentralisation souhaitée dans le futur? Puis quels sont les outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour mobiliser le pouvoir public à s'intéresser à ces questions d'économie collaborative, à toutes ces actions qui se font, et comment on peut les booster? Jonathan? Donc, il y a peut-être Jonathan et deux personnes. Donc, je pourrais le dire, j'ai écrit quelques articles sur la question de l'économie collaborative. Pour moi, l'enjeu, c'est de socialiser l'économie collaborative pour l'entrer sur une forme de bien commun. Donc, des formes coopératives, démocratiques, d'économie sociale et ainsi de suite, pour éviter, en fait, qu'actuellement, ce qui se passe avec l'économie collaborative, c'est qu'il y a une rente, en fait, il y a une propriété privée qui fait en sorte qu'au niveau d'une interface, il y a un rapport horizontal entre les individus qui partagent des biens, des ressources, qui donnent accès à leurs choses, mais il y a un rapport de monétisation et le profit est extrait en fait par des grandes corporations qui créent des monopoles, qui font des lobbies sur les gouvernements et qui envoient leurs profits après ça dans les paradis fiscaux et ainsi de suite. Et ce qu'il faut faire, c'est l'économie collaborative. Il y a tout un mouvement qui s'appelle à l'heure actuelle le coopérativisme de plateforme. En fait, il faudrait en faire en sorte que toutes les plateformes soient des coopératives ou des propriétés publiques. Au niveau municipal, on pourrait interdire Airbnb à Montréal, mais par le fait même, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une plateforme où, en fait, ça serait la Ville de Montréal qui pourrait accueillir, héberger, mettre une forme de régulation. Donc, au lieu de juste faire une petite taxe sur Airbnb, que ça soit la propriété commune de l'ensemble des personnes qui vivent et avec tout l'argent qui serait produit par ça, on pourrait investir dans le logement social abordable ou ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est un rêve, en fait, l'économie collaborative, mais il faut faire en sorte que ça soit dans les mains de la population, des travailleurs, travailleuses, des citoyens, pour pas que ça soit approprié par une forme marchande capitaliste qui troque et qui fait passer ça pour du partage, alors qu'en même temps, on veut extraire quelque chose. Et d'après moi, un des mouvements qui se passe, pour essayer de conclure, c'est un mouvement de centralisation horizontale ou de verticalisation collaborative à laquelle on assiste d'une certaine façon. Par exemple, Facebook nous met en commun. On peut partager, avoir accès à notre monde social. On peut créer des pages pour des événements, organiser des grandes manifestations. Et en même temps, pour avoir accès à notre monde social,
on devient obligé de passer par Facebook. C'est une forme de monopole radical sur le monde social, sur nos réseaux d'amitié. Donc là, il faudrait essayer de penser, est-ce qu'on pourrait créer des alternatives à Facebook? Mais si on fait ça, il faut être beaucoup de gens à faire un mouvement de masse qu'on sort de Facebook vers des plateformes libres, en fait, où il y aurait de la sécurité ou ainsi de suite. Et il y a plusieurs alternatives qui existent à Facebook à l'heure actuelle, mais il n'y a pas de mouvement d'ensemble qui nous permettrait de passer à une plateforme qui serait plus libre, où on pourrait avoir accès à cette information-là, et que ça ne soit pas privatisé, vendu, marchandisé, et ainsi de suite. On peut en faire la promotion sur Facebook. Entre autres aussi. Ouais. Puis essayer de faire un mouvement de masse pour sortir de Facebook si on est capable. Bien. Mais bon, on ne sait pas. Merci, Jonathan. On va prendre... Est-ce que je peux rebondir? Oui, pardon. J'aimerais juste, Cyril. parce que j'ai cité Uber. Je donne cet exemple. Je donne l'exemple de la ville de Paris qui, avant la crise Uber, avait développé une application qui offrait les mêmes fonctionnalités que Uber, mais qui mettait à disposition de toutes les compagnies de taxis. Alors, vous voyez comment la réimplication de l'État, donc l'État de la ville de Paris a décidé de se réimpliquer, a mis en place une plateforme ouverte qui permettait à toutes les compagnies de taxis de s'inscrire et d'offrir aux Parisiens le même type de service qu'offrait Uber. Eh bien, cette application qui semblait, je ne l'ai pas vue, mais tout le monde m'a dit qu'elle marchait très très bien, a été annulée parce que la compagnie leader de taxi a fait un lobby terrible pour faire arrêter ça, parce qu'ils étaient en position de force. Non, mais c'est juste pour évoquer pour dire que je vais dans le sens de Jonathan. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on demande, on ne le dit pas de la même manière. Il faut que la collectivité se mobilise. S'implique dans le monde nouveau issu de l'Internet. Des nouvelles technologies. Il n'est pas présent, il est présent en tant que consommateur, il n'est pas présent encore en tant que citoyen. Et comment on... Eh bien, il y a plusieurs plateformes. Avec Pascal qui est ici, on travaille dans l'économie sociale et solidaire. On a un projet, par exemple, en logiciel libre pour les associations qui distribuent des repas aux personnes à mobilité réduite. Eh bien, il y a toute une partie que l'entreprise privée Sorfanux fait, et puis on a appelé la collectivité à participer au développement. Et puis donc on a réussi à trouver un modèle économique grâce aux implications des militants locaux dans l'économie. Et nous-mêmes, notre expertise, on a réussi à créer un bien commun que maintenant je vois d'autres associations sont en train de récupérer à leur profit. Très bien, merci. On va prendre une autre question. Pierre-Alain Côte-Noire, j'aimerais ça vous entendre réagir sur cette affirmation que je vais faire. L'espèce humaine a évolué sur le plan génétique uniquement lorsqu'il y a eu des crises majeures, pas des crisettes là, comme en 2008, des crises majeures qui l'ont obligé des déplacements importants. Sur le plan culturel, sur le plan des mèmes, si on peut prendre l'expression, c'est la même chose. Alors, est-ce que vous partagez cette idée que d'ici 10 ans, on va ne s'être approché que plus près d'une espèce de gouffre, de précipice, dans le sens que les crises vont devenir majeures, avec 9 000 millions de tonnes d'équivalent pétrole? C'est pas vrai que l'énergie va être remplacée demain matin. Ça, c'est consommé annuellement sur la planète, entre 9 et 10 maintenant. Fait que ma question est la suivante. Si on écoute ce que vous dites, il y a des solutions. Moi, je pense que c'est Cyril ou Jonathan qui sont plus près de la bonne track. Ça va demander une crise qui va être majeure. Quand je dis majeure, ça veut dire qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui vont devoir se déplacer, qu'il va y avoir un effondrement du système capitaliste tel qu'on le connaît. Ne pas prendre ça en considération, c'est se bercer d'illusions. Qui veut réagir? Comme ça. Au niveau de la théorie de l'accélération sociale d'Armut Rosa, en fait, donc vers la fin de son livre, il dit il y a 5 scénarios possibles qu'on peut voir. Soit qu'on est capable de réformer le système un peu, donc on garde la base du système, mais on met des régulations, des réglementations, des institutions. Mais il va dire que ça va marcher temporairement. On peut faire un New Green Deal, donc des infrastructures vertes, l'État intervient, mais avec la vitesse et la ponction que ça fait sur les écosystèmes, sur le rythme de la vie sociale ou ainsi de suite, ça va être uniquement temporaire et on va aller encore plus vite après. Donc, c'est quelque chose peut-être qu'on ne peut pas avoir. On peut décider d'aller encore plus vite. Donc là, il y a tout un mouvement transhumaniste, entre autres, au fait qu'il faut applaudir et accompagner, s'adapter à ce mouvement d'accélération continue. Il y a la théorie, la question qu'on dit, bon, on tire sur le frein d'urgence et on essaie d'arrêter brusquement le système avant que ça explose ou ainsi de suite. Mais ça peut créer une inquiétude aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va créer une forme d'effondrement? Il dit, un des scénarios les plus probables qui se déroulent devant nous, c'est une forme d'effondrement de la civilisation qui se maintient quand même. Il va encore avoir des êtres humains qui vont vivre ou ainsi de suite, mais on n'aura plus les institutions et ainsi de suite. Et là, ça a l'air assez pessimiste, mais vers la fin, il dit, il y a peut-être un autre scénario possible qu'on n'a pas envisagé encore. Et dans un de ses derniers livres, il dit,
il y a de la transition qui est en cours aussi. Et ce qu'on assiste, c'est la fin d'un monde et le nouveau monde qui est en train de naître. Il hésite à naître et on le voit. On est comme à l'aube d'une nouvelle ère, d'une certaine façon, mais ça va se faire dans un contexte de crise, d'accentuation d'inégalités ou ainsi de suite. Mais il y a des nouvelles façons de vivre, puis il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. Puis d'après moi, il faut être capable d'anticiper à la fois le pire et à la fois le mieux pour être capable de voir comment est-ce qu'on construit une nouvelle infrastructure, d'une nouvelle civilisation ancrée dans la Terre, dans des rapports humains, dans des nouvelles façons de produire, pour être capable de passer à travers cette phase-là de transition qui est inquiétante, mais qu'il ne faut pas qu'on se limite à l'effondrement, parce que si c'est l'effondrement, ça peut mener à l'extrême droite, le fascisme, la xénophobie, et oui. on ne doit pas attendre Jonathan. l'effondrement. Là, il reste 5 minutes, puis on aimerait ça entendre... Bien sûr. Il y a Sidney qui voulait parler, Philippe aussi, puis il reste une question que ce serait intéressant de l'avoir. Donc, brièvement, pour pouvoir avoir une dernière question. Bien, très brièvement, pour répondre à la question, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais moi, je crois, tu sais, pour avoir participé à des rencontres comme Paris, puis avoir vu à quel point, tu l'as dit, on est 9 milliards, tu sais, 200 pays, davantage de culture, de religion, s'entendre sur des choses au niveau global, parce que là, l'économie puis les enjeux dont on parle, c'est au niveau global, c'est extrêmement complexe. Moi, je pense que la transition verte est une opportunité de changer des modèles. Tu sais, parce qu'on peut se dire on va réduire les gaz à effet de serre, je caricature, en construisant des centrales nucléaires dans des pays qui n'ont pas d'autre option. Ou on peut dire on va redonner le pouvoir puis la maîtrise de l'énergie à des communautés locales. Je pense que ça, c'est un des débats qui va se passer dans les prochaines années. On peut dire qu'on va réduire les gaz à effet de serre en utilisant que des technologies puis en changeant les technologies qu'on utilise. Ou on peut dire on va s'assurer que cette transition-là bénéficie aux plus pauvres puis aux moins nantis. Ce débat-là, il est là, il existe, il est présent dans les débats internationaux puis les débats nationaux, mais il n'est pas dominant encore. Et je pense que ça, c'est un des grands défis qu'on a dans les prochaines années pour s'assurer que cette transition-là ne soit pas que environnementale, mais qu'elle soit aussi économique et sociale. OK. Philippe, très brièvement, parce que j'aimerais ça prendre la dernière question. Là, je m'inscris en faux contre l'affirmation, pour être honnête. J'ai travaillé toute ma vie pour essayer d'éviter justement cette crise-là dont vous parlez. Une crise dont vous parlez qui, soyons francs, là, va pas nous affecter en premier lieu. Va affecter des gens en Afrique, va affecter des gens en Asie, va affecter des gens dans le Sud beaucoup plus rapidement que nous. Nous, on va construire des digues, eux, non. Quand on parle de crise climatique, à tout le moins, là, on parle de millions d'êtres humains, entre autres, qui vont souffrir. Alors moi, j'ai aucunement le goût d'attendre une crise pour qu'on change de cap. J'ai le goût de faire ce que les sociétés ont toujours fait, s'auto-réguler. S'auto-réguler, s'ajuster et travailler d'arrache-pied ensemble pour s'ajuster et pour éviter justement ces genres de crises-là. Merci, Philippe. Alors, je vais prendre la dernière question. Oui, c'est toujours difficile après ça, à la dernière question. En fait, la dernière question tombe peut-être bien parce qu'on a bien identifié peut-être nos défis. Et puis, j'ai trouvé chacun de vous très intéressant dans votre propos. Sauf que quand on est arrivé au niveau des solutions, j'ai trouvé que ça a commencé à se morceler un peu. Il y a des gens qui ont des intérêts dans la solution. Je respecte ces intérêts-là, mais c'est des groupes d'intérêts. Et moi, et Cyril et Jonathan l'ont abordé plus, peut-être qu'on pourrait finir et avoir votre opinion encore et débattre là-dessus un peu, c'est la réappropriation de l'espace démocratique. On en a parlé, par exemple, le jeu que peuvent faire les gens au niveau des villes, par exemple, c'est se réapproprier leur espace. Et se l'approprier de telle sorte que, et on l'a mentionné, que ceux qui sont les décideurs, qui eux aussi veulent mettre la main à la pâte, OK, soient sensibilisés à ce que la population, les citoyens, non pas les consommateurs, veulent faire. Donc, j'aimerais ça qu'on finisse, en termes de solutions, en discutant autour de se réapproprier l'espace démocratique, pas dans le sens de groupe de pression ou du capitalisme, mais des citoyens. Qui veut réagir? Cyril? J'ai malheureusement pas de réponse.
En tout cas, ma réponse, c'est ce que je fais. Voilà, d'être fidèle à un événement, le logiciel libre, et puis à travers se confronter aux multinationales qui nous empêchent de se développer, et puis mon travail en tant que professionnel. Et puis c'est vrai que j'ai des intérêts privés là-dedans. Dans mon propos, je me suis dit, il ne faut pas partir de l'idéologie, il faut partir de la pratique. Et quels que soient les nouveaux modèles organisationnels, quelles que soient les critiques, quelle que soit la situation, on va réinventer des nouvelles choses. Mais la première règle, il faut que nos modèles soient plus performants que les précédents. Et dans le modèle collaboratif et les innovations et le logiciel libre et tout ce qui va avec derrière, j'aimerais signaler, la notion des blockchains a été, un monsieur l'a évoqué, c'est un élément très important pour la réappropriation locale d'une communauté, comment elle peut se bâtir. Là, il y a une vraie innovation, et puis souvent c'est montré et présenté comme une innovation financière et bancaire, ce qui est vrai. Mais c'est aussi au niveau de la réappropriation démocratique, là, ça va être probablement un outil très précieux. Là, il s'est produit une vraie rupture innovante au niveau technologique. Donc voilà, merci. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Moi, j'aime bien... je vais laisser la parole quand même à Amélie, parce que je vous remercie d'abord tous d'avoir participé, d'avoir contribué à cette réflexion. Moi, je pars avec l'idée qu'il faut se réapproprier cet espace-là. Puis ça demande, tu sais, la citoyenneté active, c'est quelque chose qui demande un effort. Donc, c'est d'inviter tout le monde dans nos communautés respectives à le faire. L'éducation, encore une fois. Mais merci encore. Puis je vais laisser le mot de la fin à Amélie. Merci. J'ai pas de plus grande chose à dire. Merci aux panélistes, merci aux partenaires, merci à vous. Puis je pense que la réflexion va se poursuivre. On peut pas résumer en un aussi court événement ce qui s'en vient, mais en tout cas, on a tous notre part à faire. Puis passer le mot. La vidéo de l'événement va être en ligne sur notre site Internet dès la fin de l'après-midi si vous avez le goût de partager ça avec d'autres. Merci. Merci beaucoup. Merci.